j'ai l'immense plaisir d'accueillir David Abiker, qui va animer ce débat avec Sylvie Chauvin, avec Emeline Bourgoin, avec Didier Bécher et Jean-Marc Micheler. Pour certains, ils sont déjà venus à RMS Conf. Ils étaient déjà speakers l'an dernier ou il y a 2 ans. Et je suis ravi de les accueillir pour ce grand format sur le DRH en 2025. Je vous invite à me rejoindre sur scène. Asseyez-vous, choisissez le fauteuil qui vous plaît. Voilà. Je vais peut-être me rapprocher un peu. Est-ce que je peux me rapprocher ou pas, Jean-Christophe? Tu fais ce que tu veux. C'est à toi, la scène est à toi. Je vais me mettre là pour être plus proche. Alors, il paraît que ce matin, vous avez pris un coup de vieux, un truc plein dans les dents. Alors, ça nous coupe un peu les pattes du débat, parce que le DRH en 2025, si j'ai bien compris Laurent Alexandre, il a dit qu'on allait gagner 20 ans d'espérance de vie. Ce qui nous rend au DRH en 2005, logiquement. Donc, je vous propose de traiter le sujet suivant, qui sera le DRH en 2045, puisqu'on a gagné 20 ans d'espérance et que donc vous serez frétillant et toujours aguerri dans une vingtaine d'années. Donc, vous poursuivrez vos missions. Je voudrais faire quand même un sondage avec la salle. Qui pense qu'il sera en activité et en situation de travailler dans 20 ans? Oui, donc Laurent Alexandre vous a convaincu, c'est déjà ça. Qui pense qu'il aura un job dans 20 ans? Ah ouais, ben c'est bien. Qui pense qu'il aura son propre job et sa propre boîte dans 20 ans? Et voilà, grosso modo. On est tous dehors, mais on sera tous animés par un DRH, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit. Taisez-vous un peu là, c'est pas parce que... Bon, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, j'étais là l'année dernière. C'est un rendez-vous maintenant incontournable des ressources humaines connectées. On ne va pas parler que de connexion, d'ailleurs, avec nos invités, que je vais vous représenter. Je vais commencer par Sylvie Chauvin, à mon extrême droite. Bonjour Sylvie, vous êtes DRH du Figaro Classified, c'est bien ça? Oui, oui, et plus particulièrement de cadre emploi. Et de cadre emploi, cher à mon cœur. Cher à mon cœur, on y reviendra. Didier Bécher, qui est le DRH des DCNS. DCNS, c'est l'ex-direction des chantiers navals. Le S sert à poser la question. Ouais, c'est la fin sexy. C'est la fin sexy, mais ça ne veut pas du tout dire... Moi, je crois non, que c'est sérieusement, je vais avoir des problèmes, ça commence. Service. On construit des bateaux et des sous-marins. On fait également énormément de services pour les bateaux et les sous-marins, mais aussi pour les ports, l'entretien des ports. Voilà. Merci des précisions. Emeline Bourgoin, qui est la DRH de Dailymotion. Bonjour. C'est ça, merci d'être avec nous. Et enfin, Jean-Marc Micheler, qui est l'associé chez Deloitte en charge des ressources humaines. C'est bien ça? Alors, ce qui est formidable, vous avez du bol, c'est que tous les secteurs, grosso modo, sont représentés, à l'exception peut-être de l'agriculture, qui est un secteur symbolique et cher à notre cœur à tous, mais on a l'industrie, on a les services, on a la presse, on a les nouvelles technos, on est bien parti. Alors, je vais pas être galant homme, je vais vous donner la parole à vous, Jean-Marc. Je vais commencer avec vous parce que vous avez produit avec Jean-Christophe quelques réflexions dans le Figaro il y a quelques jours sur le DRH en 2025. Alors, 2025, c'est demain. On a du mal à croire d'ailleurs qu'il y ait autant de changements en 2025, c'est-à-dire dans 10 ans. Quel est le portrait robot? Comment vous le voyez, ce DRH en 2025? Alors, je n'ai pas levé la main tout à l'heure, d'abord parce que je discutais en aparté avec certains d'entre vous tout à l'heure en me disant que de toute façon, moi, je ne serai plus DRH en 2025. Et je pense que, d'ailleurs, DRH, c'est un terme que j'aime pas. Moi, je pense que déjà aujourd'hui, il faudrait qu'on rebaptise cette fonction autour de la notion d'architecture et d'assemblage de compétences. Puisque le job aujourd'hui déjà, et encore plus dans les années à venir, ça va être d'aller chercher les bonnes compétences là où elles sont, au moment où on en a besoin, dans un cadre qui sera beaucoup moins figé que le cadre de l'entreprise aujourd'hui. Donc, je crois que cette réflexion, quand on a... en fait, Jean-Christophe m'avait demandé de contribuer sur le recrutement en 2025. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, non, le recrutement en 2025... Il n'y en aura plus. Pas comme on le connaît aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui. Effectivement. Pas comme on le connaît aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on est venu à aborder la notion de DRH en 2025. Mais je voudrais juste finir sur mon petit propos introductif. Je crois que DRH, enfin,
je vais continuer à appeler ça DRH, mais DRH aujourd'hui, dans 5 ans, et qui plus est en 2025, c'est une fonction qui va faire appel à une capacité de réinvention permanente, d'innovation permanente. Et on ne peut pas réinventer, on ne peut pas innover en permanence si on ne sort pas de sa zone de confort. Donc on ne peut pas être DRH pendant 10 ans. On ne pourra plus être DRH pendant 10 ans. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, l'appellation a évolué. Hein. Mon père, qui était DRH chez Philips, il était chef du personnel, donc ça remonte à très longtemps. Ensuite, il est devenu directeur des ressources humaines, ensuite directeur du développement des ressources humaines. Emeline Bourgoin, vous m'avez parlé de directeur des réseaux humains quand on a préparé le panel. Qu'est-ce que c'est qu'un directeur des réseaux humains si on est dans la prospective? Eh bien, pour moi, le directeur des réseaux humains, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui, dans cette prospective dans 10 ans, va animer des communautés aussi bien internes et externes, puisque, comme vous le savez tous, en fait, l'univers du marché du travail et de l'entreprise devient de plus en plus poreux. Et eh bien, nous allons devoir faire appel aussi à des compétences externes de plus en plus. Et la capacité du directeur des réseaux humains ou du Chief Social Network, ça peut être aussi en anglais, ça va être justement de faire collaborer toutes ces personnes, tous ces savoir-faire et tous ces savoir-être autour de valeurs et de projets clés de l'entreprise. Donc, c'est aider à prioriser et aider à aller chercher aussi à l'extérieur les talents qui vont aider l'entreprise à se développer. Didier, les réseaux, les fameux réseaux, quand on a préparé le débat, vous m'avez dit, finalement, les ressources humaines, elles ne seront plus seulement internes. On devra gérer des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux de collaborateurs associés. Il restera 2 ou 3 personnes qui ont un CDI, mais vraiment, voilà. Et en fait, il faudra panacher, combiner, conjuguer des ressources humaines qui sont dedans et dehors. Oui, il me semblait que si on se projette dans 10 ans, probablement que notre cadre social, on peut sûrement le souhaiter, aura évolué et qu'on va rentrer dans cette notion de fédération de talents, alors qui existe déjà dans les entreprises. Hein. On n'est pas non plus à quelque chose qui va révolutionner complètement l'organisation des ressources humaines. Mais je pense que de plus en plus, les équipes RH et les managers, parce que je pense que ce n'est pas un sujet, la fédération des talents, ce n'est pas qu'un sujet de RH, ce sera essayer d'agréger l'ensemble des compétences qui vont se trouver alors sur un bassin d'emploi à un moment donné ou qui gravite autour de l'entreprise. Des CDI, oui, probablement, mais aussi, moi je regarde beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, ils n'ont pas forcément envie de ce rêve-là, ils n'ont pas forcément envie du CDI et de faire une carrière linéaire dans l'industrie ou dans le secteur du service. Donc ils vont peut-être aussi, eux, souhaiter, en tant que travailleurs, avoir un statut, alors, je ne sais pas si c'est indépendant, peut-être un statut à inventer, hein, qui existe peut-être un peu plus en Angleterre qu'en France, mais qui fera que l'entreprise devra aussi s'adapter aux compétences qui sont disponibles et au statut de ces compétences disponibles à l'extérieur. Sylvie, vous m'avez parlé de volatilité, vous. Oui, alors DRH demain, c'est dans DRH, il y a H, il y a humain, et donc il y a quelque chose qui tourne autour de la ressource. Le problème, c'est que la ressource demain, on l'a vu dans d'autres conférences ce matin, elle est volatile. Elle est volatile et le sujet, moi, qui me préoccupe, qui m'intéresse et que j'ai envie de partager avec vous, c'est le sujet de ce monde. Alors, je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais on a échangé et c'est un sujet aussi dont on débat pas mal dans le club des DRH du net qui regroupe une 40aine de DRH. C'est le modèle VUCA. Alors, est-ce qu'on en parle maintenant? Est-ce qu'on en parle tout à l'heure? On y va sur VUCA? Allez. Alors, VUCA, moi, c'est un truc vraiment qui me préoccupe, qu'on voit dans nos comités de direction, dans nos entreprises, dans les entreprises du net, sans doute dans les vôtres. C'est un acronyme qui a été développé par l'armée. Et effectivement, souvent, on apprend beaucoup de l'armée de terre. VUCA, ça veut dire V comme volatility, U comme un environnement incertain, C comme complexe et A comme agilité. Et je me dis, demain, le DRH, s'il doit encore exister, il doit être VUCA. Il doit être VUCA parce que tout ça, tous nos clients, internes, externes, nos salariés, les compétences, c'est sans arrêt en mouvement. Et donc, le rôle du DRH, ça va être d'être le chef d'orchestre, quelque part, de ce mouvement. Pas tout seul, parce qu'il ne fera rien tout seul, mais en étant accompagné d'un certain nombre de personnes dans l'entreprise. On répète ce que c'est VUCA pour que tout le monde l'enregistre. VUCA, V comme vulnérabilité. Volatilité, pardon. Volatilité. Excusez-moi. Mais bon lapsus, très bon lapsus. Il y a aussi beaucoup de vulnérabilité. On va venir aux salariés fragiles, croyez-moi, on va y aller.
Exactement, parce Ouais. que je pense que le DRH, dans tout ça, il doit traiter de cette fragilité. Et dans Donc- tout ce que j'ai entendu ce matin, c'est aussi ça, la crainte du DRH, c'est de traiter de cette fragilité, parce que l'humain, il va être... Peut-être qu'il y aura des robots, peut-être qu'on aura tout ça, mais on aura surtout des humains un peu paumés dans tout ça. Parce qu'avec VUCA, donc V, on recommence comme volatility, U comme incertain, C comme complexity et A comme agilité, ça rend effectivement, ça met beaucoup d'incertitude et un besoin de réassurance fort. Qu'est-ce qui va disparaître? C'est une question qu'on n'a pas préparée, mais elle me vient comme ça. De quoi on ne va plus entendre parler, qui est encore dans votre boîte à outils et votre boîte à problèmes? Qui se lance? Didier. Alors, est-ce que c'est un rêve ou pas? Mais je pense que les très gros systèmes d'information très lourds qu'on a encore aujourd'hui, alors de moins en moins, mais qui sont en train d'être remplacés par des choses beaucoup plus légères, disparaîtront. Pas que, peut-être, alors pas uniquement par rapport aux informations et au business model qu'on est en train de construire aujourd'hui, mais aussi parce que nos clients salariés, ou ceux qui rentreront dans l'entreprise d'ici 10 ans, auront cette nécessité d'avoir des applications légères et live. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir un système d'information du personnel, de l'administration du personnel, du développement, de la formation, pour gérer l'entreprise, moi, en tant que salarié, je vais vouloir avoir une interaction directe avec l'entreprise à travers une application légère. Je veux préparer mon entretien annuel d'évaluation à travers ma tablette ou mon smartphone. Et ça, aujourd'hui, bien sûr, il y a des choses qui commencent à apparaître, mais l'entreprise n'est pas non plus prête pour ça. Et c'est là où, nous, en tant que DRH, on a aussi un rôle d'accompagnement et de transformation extrêmement important pour amener les gros systèmes qu'on a aujourd'hui, amener à comprendre que financièrement, on va peut-être s'en sortir mieux, d'ailleurs, avec des applications légères. Et en plus, nos clients demandent ces applications légères. Jean-Marc, même question. Qu'est-ce qui va disparaître? Qu'est-ce qui est en train d'appartenir au passé? Le contrat de travail, en fait, probablement. Ils y vont vite, hein. Moi, je pensais que ça viendrait au dernier moment, au dessert. Non, le contrat de travail, ça a été plus ou moins abordé en creux. Ce qui va se passer, et ça, à mon avis, on n'est pas en 2025, on est à horizon 5 ans maximum, le contrat de travail tel qu'on le connaît aujourd'hui. On est dans un monde de l'éphémère. On a des populations installées aujourd'hui. Nous, la moyenne d'âge chez Deloitte, elle est de 30 ans. Donc il y a des Y, il y a des Z, il y a tout ce qu'on veut, mais au fond, et même ceux qui sont les prédécesseurs des Y, aujourd'hui, ils sont adaptés. On a des populations qui sont à la fois individualistes et communautaristes, et qui sont globalement désenchantées. Après, on peut raffiner, on peut dire non, c'est négatif. Non, mais la réalité, aujourd'hui, de nos collaborateurs, c'est celle-là. Donc, est-ce que nous, on il y a est 3-4 ans... Est-ce que nous, on est enchantés? Je ne sais pas si on est enchanté. En tout cas, on a connu probablement des phases qu'eux n'ont pas connues. Est-ce qu'on est assez enchanteur? On en discute tout à l'heure, David. Moi, non, mais on a connu des phases de croissance qu'eux n'ont jamais connues. Donc, n'ayant jamais connu ça, il y a forcément une appréhension par rapport à l'équilibre de la relation entre aujourd'hui le salarié et l'entreprise. Donc, je le disais, moi j'ai une conviction, je pense que l'entreprise, le lieu incarné avec un espace bien défini, avec un cadre juridique bien défini, ça appartient au passé. L'évolution, la révolution, elle va être plus ou moins rapide, mais le endgame, la fin, on la connaît. Donc, il faudra qu'on soit parmi les premiers à s'adapter à ça. Emeline, est-ce que vous croyez justement à ce changement de dimension, c'est-à-dire un territoire de travail qui n'est plus aussi fixé que ce qu'a dit Jean-Marc, un temps de travail qui peut varier beaucoup plus qu'aujourd'hui, et peut-être aussi un droit du travail qui va évoluer. Tous ces paramètres-là qui conditionnent quand même une bonne partie de l'activité du DRH aujourd'hui, c'est-à-dire le respect de la règle, les comités d'entreprise, le débat sur les seuils sociaux, enfin toutes ces questions-là, ça va disparaître, vous croyez ? Alors, je ne sais pas si ça va disparaître. Je pense que le dialogue social doit continuer à exister. Ceci étant dit, et je vous rejoins complètement, je pense que le contrat, dans tout ce qu'il a aujourd'hui de rigide, doit évoluer. Pour moi, l'exclusivité de service ne va plus exister dans 10 ans. On en a un petit peu parlé ensemble la semaine dernière. Effectivement, moi, ce que je constate dans nos salariés, c'est l'exclusivité de service, précisons, c'est-à-dire le fait que le salarié abandonne toute sa force de travail et rien que sa force de travail à son employeur unique. Voilà, exactement. Et donc aujourd'hui, on a au sein de Dailymotion, par exemple, à peu près 80% de nos salariés qui ont des activités parallèles et que, alors soit
sont des activités qui finissent par porter leurs fruits et être des bénéfices clairs pour l'entreprise. Ou alors, à côté de ça, ils développent aussi d'autres activités qui sont internationales pour la plupart et donc sur lesquelles ils peuvent aussi s'exprimer différemment. Et nous, on les pousse vraiment à agir ainsi parce que très concrètement, sans ça, leur créativité s'éteint et donc ils ont besoin de se nourrir d'autres activités à côté. Donc moi, je suis persuadée effectivement que toute cette rigidité intégrée par la clause de non-concurrence, l'exclusivité de service, etc., tout ça, ça doit disparaître pour permettre à l'homme d'être toujours aussi créatif. Sylvie. Alors j'entends et en même temps j'ai l'impression que plus on avance sur une pénurie quand même de certaines compétences, plus c'est un peu la guerre des talents. On le voit nous dans le club, on a des salariés qui passent d'une société à l'autre. Alors comme on se connaît bien entre RH, on s'en parle. Le club des DRH. Le club des DRH et finalement un salarié est encore. Alors on se projette peut-être dans 10 ans. Moi dans 10 ans, je pense qu'on aura toujours un contrat de travail. Parce qu'aujourd'hui, ces salariés-là, ils nous disent sans arrêt, voilà, j'ai eu tant chez Dailymotion, chez toi, je vais avoir combien. Et on est quand même dans une logique, en tout cas à un moment où la compétence se raréfie, et elle se raréfie notamment dans les métiers du numérique, avec une guerre un peu au salaire. On le voit aussi dans les entreprises, la guerre entre Google, Facebook, Amazon sur la capacité de ces entreprises à mettre le chèque nécessaire pour avoir ces talents-là. Donc moi, si j'avais un rêve, ça serait aussi de sortir de ça. C'est qu'à un moment, on ne soit pas en train de se dire tel talent, pour l'avoir, je vais devoir payer, je ne sais pas. On voit dans les enquêtes qu'on peut faire en termes de rémunération, il y a vraiment des métiers, notamment ceux autour de la data, qui explosent aujourd'hui. Les métiers autour des développeurs mobiles qui explosent aussi. Et ce n'est pas toujours juste par rapport à d'autres compétences internes, où des personnes n'ont peut-être pas ce talent-là, mais pourraient l'acquérir. Donc moi, je crois effectivement à un monde demain où on aura peut-être plus de souplesse de venir et de partir, où le contrat sera un peu plus fluide, mais on est encore très, je pense, marqué par ça. Donc je n'entends pas encore, dans 10 ans, alors peut-être dans 50 ou dans, je ne sais pas, mais ça me paraît rapide dans 10 ans sur le contrat de travail. Dans ce qu'on vit en tout cas dans les entreprises et dans l'état aujourd'hui du marché, des règles. Didier, on est parti sur les cadres, vous avez envie de prendre la parole, oui. Ça tombe bien, on est parti sur les cadres, mais je sais que vous avez une passion pour l'industrie, et dans l'industrie, il y a des ouvriers, et les ouvriers, ils ont une Bible, c'est les textes, c'est les conventions collectives, et on ne s'en sépare pas comme ça, et faut-il s'en séparer, faut-il les garder, faut-il les renforcer? Alors, tout le débat qu'on a là, moi je le partage, effectivement, dès qu'on est sur des métiers plus de services, ou de techno, ou des ingénieurs, dès qu'on se rapproche du monde ouvrier, donc des CNS, pour vous donner des proportions, sur 13 500 employés, il y en a 50% qui sont des ouvriers qui produisent encore en France, ça existe, il y a une dizaine de sites en France où on construit des bateaux et des sous-marins. On n'est pas du tout dans ce débat. On n'est pas sur le débat de est-ce que je vais libéraliser le contrat de travail ou pas. Non, si j'ai besoin d'un cadre, parce que je veux qu'on me parle d'ascenseur social. La difficulté qu'on a de compétences, ça va être la même. C'est-à-dire que ce que vous décrivez comme la guerre, ou ce que j'ai vécu dans mes précédentes expériences, entre des boutiques pour se prendre les meilleurs. Nous, on est en difficulté parce que les ouvriers aujourd'hui ne sont plus formés en France. C'est-à-dire qu'on n'a plus, via l'éducation nationale, les bons niveaux de CAP et de BEP pour faire le bon tourneur ou le bon fraiseur. Donc on a le même type de difficulté pour trouver cette expertise. Et on a la même nécessité de garder les compétences longtemps, puisque, juste comme ça pour vous donner un ordre d'idée, un sous-marin, ça met 7 ans avant de sortir d'un chantier. Donc c'est très très long. Et ça a une durée de vie d'à peu près 50 ans. Donc vous imaginez que quelqu'un qui a construit un sous-marin, on a surtout besoin qu'il reste le plus longtemps possible pour être capable, quand il revient en maintenance, de le désosser et de le reconstruire. Donc je ne suis pas sûr qu'on pourra avoir un discours aussi, ou en tout cas une envie aussi forte de s'éloigner du cadre social de l'entreprise. Peut-être qu'on s'éloignera du légal, peut-être que l'entreprise pourra customiser un peu plus de choses à son image. Ça oui, j'espère que dans 10 ans, les accords sociaux de l'entreprise prendront le pas sur les accords peut-être légaux de branche ou du Code du travail, pour nous donner notre flexibilité spécifique à nous en tant qu'entreprise. Jean-Marc, il y a un mot qui est revenu dans toutes les conversations préparatoires à ce débat, c'est la valeur entrepreneuriale qui s'est invitée dans des organisations où on ne demandait pas aux gens d'être entrepreneurs, on leur demandait éventuellement d'être acteurs, d'encadrer, d'être manager, d'exécuter. Mais là, il y a un mot qui vient de plus en plus, c'est prendre en charge un projet, venir pour une mission et être dans une logique entrepreneuriale interne.
Il y a une réalité, on a publié là une étude il y a quelques mois qui disait, alors c'est une étude qui concernait le territoire américain, mais je pense que c'est assez intéressant d'avoir ce chiffre en tête. Dans 5 ans, aux États-Unis, il y aura 70 millions d'auto-entrepreneurs et ça représentera 1/4 de la population active. Donc une fois qu'on a dit ça, on voit bien la nécessité que l'on aura, nous, à pouvoir utiliser ces talents fédérés autour d'un projet. Donc en mode projet, aller chercher les compétences spécifiques. On aura besoin de plus en plus de gens qui seront hyper spécialisés, quel que soit d'ailleurs le niveau d'études, parce que quand Didier parle d'un tourneur-fraiseur, c'est une hyper spécialisation. Et ça va devenir, compte tenu là aussi des problématiques industrielles, de plus en plus une spécialisation. Et si on en manque en France aujourd'hui, c'est un sujet. Donc on ne parle pas que des talents intellectuels, des bacs +5 et plus. Non, le vrai sujet, c'est qu'on va avoir une dichotomie de plus en plus forte entre ce qui sera automatisé, comme certains l'ont évoqué ce matin, et ce qui relèvera de la vraie valeur ajoutée, soit intellectuelle, soit manuelle, qu'apporte l'homme. Et ça, il faudra qu'on soit capable d'identifier les besoins dont on aura besoin pour répondre à un besoin spécifique exprimé par un client. Dans un environnement où, effectivement, la recherche de sens de cette génération, elle les conduit vers la recherche de plus de liberté, la recherche de plus de risques et donc de plus de rémunération si ce risque est maîtrisé, et donc vers l'entrepreneuriat. Et donc c'est à nous, entreprises au sens régalien du terme et pas juridique, c'est à nous d'inventer le meilleur mode de coopération avec toute cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui, quelque part, aura besoin de clients. Et le client, c'est l'entreprise telle qu'on l'imagine demain. Didier. Je suis complètement d'accord et je réfléchis, je pense à nos managers dans cette histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos leaders, déjà avec une forme CDI, CDD intérim, si je fais très simple, ils sont déjà un peu perdus des fois sur comment on va mener une équipe importante ou même une petite équipe parfois vers le succès d'un produit ou d'un service. Je pense qu'on est au cœur aussi de la transformation du métier RH. C'est-à-dire que, moi j'appelle ça ambianceur parce que c'est des métiers qui existent dans nos environnements. Mais je pense, on est là aussi, enfin, dans les 10 ans qui viennent, pour dire attention, dehors ça change. Et on va être le garant de... ça change tellement dehors qu'il va falloir qu'on adapte l'entreprise. On va adapter la formation pour les managers, on va adapter le mode de recrutement, enfin tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Je pense qu'on est au cœur du métier de RH. Jusqu'où il faut être... Jusqu'où il faut qu'il y ait une porosité, parce que finalement, tout ce que vous me dites, c'est on doit être de plus en plus à la même température que le reste du monde, on est de plus en plus perméable à ce qui s'y passe, un peu comme une cellule dans un corps qui a des interactions avec le reste de son environnement. Est-ce qu'on ne peut pas inverser la question? Est-ce qu'il ne faut pas resanctuariser l'entreprise pour qu'elle reste un espace de protection, un espace d'exclusivité? Est-ce qu'on est obligé d'être une immense passoire qui s'adapte sans arrêt à ce qui se passe dehors? Je pense que la question est vraiment importante parce que l'entreprise peut garder un rôle de protection. Parce que je rebondis sur la question tout à l'heure des managers. Les managers, déjà aujourd'hui, et encore plus dans 15 ans, on leur demande des choses quand même assez compliquées. On va leur demander de gérer des équipes qui ne leur sont pas rattachées. On leur demande déjà dans des organisations projets. Mais là, on aura besoin d'avoir des managers qui vont aussi gérer des personnes qui seront effectivement dans des réseaux. Donc on imagine l'entreprise et puis des cercles autour et une concentration de cercles de plus en plus importante où ces managers devront avoir la capacité d'animer ces équipes-là. Donc à un moment, le rôle du DRH, il est aussi de faire en sorte, et on a des obligations, alors peut-être que le Code du travail sera complètement rénové et allégé, mais l'obligation de santé, l'obligation de préserver quelque part le salarié passe beaucoup par le manager. Donc il y a un moment, la vocation de redonner au sein de l'entreprise quelque part, j'ai du mal à trouver les mots, mais la nécessité de redonner un cadre pour permettre justement de sortir du cadre. Donc le mouvement, il est double en fait. Il y a un mouvement, je pense, où c'est important de se recentrer sur l'intérieur pour pouvoir sans doute mieux rayonner à l'extérieur. Donc je ne pense pas que l'entreprise puisse comme ça éclater. Emeline. Alors moi, je pense que ça passe aussi par une forte collaboration avec le patron de l'IT, parce que cette protection, elle passe aussi par la sécurisation. On ne parle plus vraiment de lieu de travail en tant que tel.
nous sommes dans une ère où aujourd'hui on peut travailler de n'importe où, n'importe quand, et le fait que nous soyons tous devenus des multinationales nous oblige aussi à travailler avec des gens qui sont situés à plusieurs heures de décalage. Donc ça veut dire que de toute façon, l'espace de travail il devient global. Et donc en fait, le DRH doit vraiment travailler main dans la main avec le patron de l'IT pour sécuriser aussi l'espace de travail virtuel et les outils qui sont mis à la disposition de nos collaborateurs pour retrouver ce sentiment de sécurité et faire en sorte que l'entreprise ne soit pas une passoire et que toutes les données partent à volo. Et derrière tout ça, moi je pense qu'il y a aussi, ça passe aussi par le travail sur les valeurs de l'entreprise. Donc là, on n'est plus dans l'outil, mais on est dans l'humain. C'est de réussir à harmoniser, à orchestrer finalement des forces qui viennent de tous horizons, qui vont travailler sur un projet commun qui sera clairement défini, clairement partagé de façon transparente entre l'ensemble des personnes qui sont acteurs de l'entreprise autour de valeurs communes. Et ça permettra aussi de protéger les salariés et les participants. Pardonnez-moi, alors je suis évidemment d'accord que c'est une dimension absolument fondamentale du métier du manager. Ce n'est pas le métier de la RH, c'est de la dimension de n'importe quel management. Mais au fond, de quoi on parle? La protection des collaborateurs, c'est une dérivée seconde, c'est une conséquence. Aujourd'hui, on se pose des questions parce qu'à un moment, on a tous collectivement, dans les entreprises, on a dérapé. Et donc aujourd'hui, on est en train de gérer un dérapage. Mais moi, si je regarde dans le futur, je ne souhaite pas que l'ambition de l'entreprise, une entreprise, c'est une marque, c'est des valeurs, c'est une histoire. Et ça, j'ai la conviction que quel que soit le format, ça restera ça. Quand vous dites on a dérapé, vous pensez à quoi? C'est-à-dire qu'à un moment, on a géré de la pénurie de talents. Ensuite, on a géré, entre guillemets, de l'excès. Et on l'a fait dans un cadre. Puis on a dérapé. Là, c'est moi qui vais déraper, mais c'est pas grave, je vais y aller parce que. Quand on utilise ce mot, on est sûr de glisser. J'ai mon attaché de presse au deuxième rang là qui est en train de. C'est off et personne ne tweet. Non, mais on a dérapé, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en France où on a, dans le droit constitutionnel, on a instauré un principe de précaution. On ne peut pas être dans un pays d'entrepreneurs, inciter les gens à prendre des risques quand constitutionnellement, et donc derrière tous les textes qui dérivent de ça, font référence à un principe de précaution. La précaution, c'est du bon sens. Enfin, il faut que ça redevienne à un moment du bon sens. Donc je referme cette parenthèse. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, enfin c'est pas aujourd'hui, ça fait plusieurs années sur cette scène, sur d'autres scènes où on nous dit nos collaborateurs, ils recherchent du sens dans leur travail. Mais qu'est-ce que ça veut dire rechercher du sens? Au fond, c'est trouver un intérêt dans ce qu'on fait. Trouver un intérêt soit parce que c'est un travail manuel et qu'on le fait avec une forme de passion et puis qu'on a l'impression qu'on va progresser et on va prendre l'ascenseur social. Aujourd'hui, on est plutôt sur un escalier. Hein. L'ascenseur, ça fait longtemps que globalement, on l'a oublié. Donc, il faut effectivement retrouver la technologie pour réoffrir de l'ascension sociale. Et pour les gens qui ont des ambitions en termes d'encadrement, de management, leur donner envie d'adhérer à un projet. Un projet, c'est pour ça que je disais, une entreprise, elle ne va pas disparaître. Hein. L'entreprise, elle va évoluer dans sa structure juridique et elle va évoluer dans sa relation avec les gens qui contribuent à un projet, mais elle portera toujours la valeur, l'histoire et la marque. Et c'est à travers toutes ces valeurs et la défense de ces valeurs que, par perfusion, et j'aime pas trop le côté ça perfuse et puis ça fuit tout en bas. Non, ça perfuse. Et ça doit être capté à chaque niveau. Et on va revenir à des relations où on se préoccupera de l'humain. Et la conséquence naturelle, c'est qu'il y aura moins ce tropisme dont vous parlez là, qui est un vrai tropisme aujourd'hui quand on est DRH, de protection. Mais on protège parce que globalement, on a l'impression qu'on a des gens qui ne se sentent pas toujours très bien dans le cadre dans lequel ils évoluent. Et c'est ça le vrai sujet. C'est pour ça que je dis que c'est une conséquence. Et il faut traiter les mots. Didier. Moi le garant, enfin,
Je pense qu'on touche le contrat social en fait là pour les 10 ans qui viennent. C'est-à-dire que moins le garant probablement pour les DRH des avantages individuels ou collectifs tels qu'on les connaît. Par contre, je suis persuadé que même dans 10 ans, notre place, elle sera sur bien maîtriser le contrat social qu'on va proposer aux salariés. Parce que peut-être qu'il n'y aura plus de mutuelles ou moins de mutuelles, enfin, ou moins de protection, je ne sais pas, au sens large. N'empêche que pour se différencier, il faudra bien qu'on propose un contrat. Alors je dis social, peut-être qu'il y a morale derrière, j'en sais rien, mais c'est quoi l'entreprise dans laquelle je vais rentrer? C'est quoi ses valeurs? Qu'est-ce qu'on me garantit demain comme type d'évolution? Quelle est l'histoire que vous allez me raconter? Et là, je pense qu'on est vraiment, encore une fois, dans le métier RH différemment d'aujourd'hui. On a un tweet d'ailleurs de Canden, _MP, qui dit « On oublie totalement la dimension revenu du travail et la dimension intérêt commun du collectif en entreprise. » Donc là, on est sur... elle est près de notre conversation. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de sous, on a un peu parlé de protection. Et si on parle de protection, c'est qu'on voit bien arriver la société du risque. Enfin, on y est, quoi. Et on a une visibilité à 5 minutes. Je veux bien que Laurent Alexandre nous dise qu'on a 20 ans d'espérance de vie, mais dans quel monde et dans quelles conditions de travail? C'est là où on voit le besoin de sens, la question où les salariés veulent devenir acteurs de leur destin professionnel et ne pas subir. Et en même temps, Sylvie, il y a de la vulnerability, même si vous avez fait un lapsus, mais c'est un bon lapsus parce qu'on ne peut pas demander aux gens de prendre des risques si on ne leur garantit pas un peu d'élastique quand même, quoi. Il faut sauter, mais à l'élastique, hein, avec un élastique. Ça fait un petit peu peur quand on lit la littérature sur les talents de demain. Alors moi, soit j'entends ce que Laurent nous a dit ce matin, et globalement, on aura moins de monde dans les entreprises, on sera moins nombreux, et effectivement, on travaillera beaucoup sur la relation. Voilà. Ça sera la relation, le sens, la vision. Donc j'imagine dans ces cas-là un monde où on aura quelques managers qui ne seront plus des managers, d'ailleurs qui seront plutôt des leaders, parce que la notion de management, elle aura éclaté, puisqu'on n'aura plus l'organigramme hiérarchique. Bon, ça, c'est déjà bien c'est une transformation qui est en cours. Mais de l'autre côté, ces salariés, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, on en aura une partie qui auront pris de l'expertise, qui seront dans un monde entrepreneurial, et les autres. Et les autres, parce que dans les entreprises, alors j'entends aussi ce matin qu'on va faire des MOOC, forcément, qu'on va former, qu'on va pouvoir, puisque l'éducation nationale ne nous permet pas d'être au niveau aussi rapidement qu'on le souhaiterait sur ces compétences. Donc je pense que la valeur à ce moment-là du DRH, elle se ressent vraiment sur cette capacité à aider à cette transformation des compétences. Alors ça paraît un peu comme ça verbeux, comment concrètement je peux le mettre en route? C'est le plus tôt possible, je pense, démarrer des circuits de formation en interne, sortir de la logique qu'on a aujourd'hui, qui est quand même... la plupart des sociétés aujourd'hui dans le numérique sont gérées par la convention collective Syntec, qui derrière un OPCA qui s'appelle le FAFIEC, pour parler un peu technique. Et dans ces OPCA, le e-learning n'est pas encore complètement reconnu. Donc dans 10 ans, j'espère que nos structures nous permettront quelque part de faire de la formation au quotidien et de pouvoir faire en sorte que ces salariés-là ne soient pas oubliés. Parce que la précarisation, tout à l'heure on parlait d'expertise, mais j'ai l'impression qu'on a un double mouvement dans nos organisations. On a d'un côté ce qu'on entendait ce matin, d'avoir des compétences très généralistes. On nous a parlé de culture générale, on aura effectivement ces personnes, ces collaborateurs avec une forte culture générale, et de l'autre côté des experts. Et ce monde-là, dans l'organisation RH, je ne sais pas encore comment il peut se dessiner, avec vraiment une dichotomie entre des grands généralistes avec beaucoup de culture et des experts très pointus. On va faire, Sylvie, une pause question. Est-ce qu'il y a des questions? Et s'il y a une question, je peux venir jusqu'à elle et lui tendre mon micro. Il suffit de lever le doigt. Il y a des hôtesses pour ça, David. Il y a des hôtesses pour ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon, on continue. De Nicolas. Nicolas, tu veux poser une question? Oui. Est-ce qu'on peut ramener un micro là, au 3e rang, de mon côté? Bon, le temps que le micro arrive jusqu'à Nicolas, on n'a pas parlé des outils. On est dans la mecque du recrutement 2.0. Les outils, la digitalisation des RH, vous n'en avez pas parlé. Finalement, vous allez en faire comme M. Jourdain faisait de la prose, où la question des outils, de la technologie est essentielle. C'est essentiel parce qu'il faut qu'on trouve l'axe pour en parler à nos directions. J'assistais à la fin de la conférence d'avant tout à l'heure, là où on parlait des MOOC. Alors moi, je suis totalement angoissé par ce truc. Déjà, j'arrive jamais à me souvenir ce que ça veut dire.
Donc je me dis, si moi en tant que RH, j'arrive pas à me Massive souvenir, Open Online Course. Ok. Voilà. si j'arrive pas à me souvenir ce que ça veut dire, comment je vais faire pour en parler à ma direction, à mes managers, en disant non, non, mais le e-learning, en fait, c'est totalement has-been, maintenant c'est les MOOC. Alors moi, j'ai trouvé un petit truc, c'est une expérience personnelle, hein, donc après, vous puisez dans vos expériences personnelles. Moi, j'ai 3 enfants, donc 17, 14 et 6. Et mes 3 enfants, ils ont joué au même moment de leur vie, donc c'est vers entre 5 et 6 ans, avec le même jeu. Qui est un jeu, c'est un casse-tête chinois. Donc c'est des pièces carrées, triangulaires, enfin bon, il y a différentes formes, et avec ces différentes pièces, on doit former des objets, des animaux, des maisons, enfin bon, etc. Mes 2 premiers, ils ont fait, j'ai envie de dire, la règle du jeu, c'est-à-dire qu'ils arrivent à construire des formes à plat. Un sous-marin. Non. Ouais, il n'y a pas sous-marin dans le truc. Il faudrait que je trouve. Maintenant que j'ai des clés USB en forme de sous-marin, il faut que je trouve. Et ma dernière, en fait, le jour où on lui a donné ce jeu-là, eh ben, elle n'a absolument pas raisonné à plat. Elle a immédiatement raisonné en 3D. 6 ans. Donc dans 10 ans, elle ne sera pas encore dans l'entreprise. Donc si cet enfant, elle ne raisonne plus à plat, mais spontanément, parce qu'elle est née avec une Game Boy, machin, 3D, je ne sais pas quoi, enfin, il y a sûrement plein d'explications très scientifiques au sujet, la modification du cerveau aussi probablement. Voilà, elle raisonne en 3D. Donc quand elle va être dans l'entreprise, le système de recrutement, de formation, d'évolution, il va forcément être sacrément différent de celui qu'on a aujourd'hui. Et là encore, nous, en tant que RH, on doit être les garants de attention, il est en train de se passer ça. Et c'est pas juste que c'est hype le MOOC, parce que enfin, franchement, on s'en fout. Non, mais on le vendra pas comme ça, quoi. D'accord. C'est-à-dire une direction qui doit mettre de l'argent à un moment donné, elle l'achètera pas parce que c'est hype. Par contre, si on commence à lui dire attention, le mode de formation, d'évolution, de conscience des gens qu'on recrute, il est différent de celui d'aujourd'hui, peut-être qu'on arrivera à avancer différemment. Jean-Marc, vous m'avez décrit une scène de recrutement en 2025 digne de Star Wars. Dans Star Wars, il y a la première fois que la princesse Leia apparaît, elle est en hologramme. Merci David. Merci David. Non, mais un point, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Didier. Je crois que à côté de ça, il faut pas oublier que ça ne doit rester que des outils. Aujourd'hui, on parle d'innovation. Quand vous parlez d'innovation, il y a toujours un type dans une salle ou une fille dans une salle qui vous dit on va faire une app. Innovation égale app. Hein, donc, une application. Voilà, une application. Android ou iPhone. Peu importe. Moi, je pense que si on prend le sujet que vous évoquez, effectivement, on a eu ce débat, on a eu ces discussions sur le recrutement en 2025. Là, pour le coup, le recrutement en 2025, je me fiche des outils dont on disposera en 2025. Je passe juste un bon de commande à tous ceux d'entre vous qui réfléchissez sur ce sujet dans la salle. Moi, ce que je veux en 2025, c'est évoluer sur un monde, là, pour le coup, qui n'est pas en 3D, mais qui est totalement plat, c'est-à-dire aller chercher les talents partout dans le monde, là où j'en ai besoin. Mais je veux rester dans l'humain, c'est-à-dire que je veux pouvoir discuter avec quelqu'un qui sera en 3D devant moi. Et effectivement, je ne pourrais pas forcément le toucher, mais je verrai comment il se comporte. On ne touche plus les candidats. On ne touche plus de toute façon. Oui. C'est fini. C'est vrai, David. C'est très 19e siècle. Hein. C'est très... C'est vrai. On les palpait éventuellement, mais pour des raisons médicales, mais c'est tout. Donc peu importe, je vais conclure là-dessus parce que là encore vous allez me faire déraper. Ce qu'il faut, c'est que ces outils soient au service d'un acte qui reste un acte important. C'est une rencontre, d'accord ? C'est une rencontre entre un projet individuel et un projet collectif. Et tout ce qui nous permettra de remettre en scène cette rencontre nous permettra d'aller plus vite, d'être plus performants. Et encore une fois, peu importe les outils. Maintenant, je suis preneur, tous ceux qui ont des idées dans la salle pour me dire oui, dans 5 ans, on t'amènera le premier recrutement holographique. Parce que tous ceux qui ont fait passer des entretiens sur Skype, excusez-moi, mais bon, voilà. C'est pas génial. David, si je me... Oui, il y a question. Nicolas qui avait récupéré le micro. Levez-vous. Celui qui a le micro se lève. Nicolas, il est sous les feux de la rampe. C'est Nicolas. Oui. Bonjour à tous, ceux que je connais pas, ceux que je connais. Petite question très simple. On parle depuis tout à l'heure du DRH en 2025, 2045, 2075, je ne sais pas. Moi, je suis très intéressé juste par... vous allez voir, c'est juste un début de question et après, il y aura la question. Le digital, pour moi, c'est l'humain. Et l'humain a le digital en lui. Hein. Donc, les histoires, effectivement, de les enfants sont natifs digitaux, je pense, mais on est tous open au digital. Enfin, sinon, on ne serait pas là. Vous,
Vous disiez tout à l'heure, Didier, je crois, vous avez un problème de compréhension en fait, de ce qu'est le digital aujourd'hui et ce qu'il peut peut-être vous apporter. Et comment un DRH aujourd'hui, alors, même si le mot va se mettre entre guillemets au fur et à mesure, mais comment le digital justement accompagne la transmutation, la transformation digitale de l'entreprise et comment concrètement vous faites pour que justement, alors on dépasse les MOOC, etc., qui tiennent entre guillemets à distance quand même les gens, comment on fait pour que les entreprises justement soient encore plus digitales et que vous-même d'ailleurs, vous compreniez mieux ce que vous devez porter en fait à vos salariés. C'est ça que, vous voyez, la boucle effectivement est bouclée. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question, mais Qui s'y colle, Emeline? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. je peux la reformuler hein, si tu veux. Donc, Non. On va essayer d'y répondre. On a besoin de C'est un temps. peu vague. Merci, David. Il y en a un sur les 4 qui a compris, merci c'est David, sûr. merci. Si je comprends bien, le digital, au début, tu disais le digital, c'est l'humain. Pour moi, le digital, c'est pas l'humain, ce sont des outils. Le digital sont des outils qui nous permettent de nous recentrer sur l'humain. Et derrière, la responsabilité que nous avons collectivement, c'est de permettre à l'ensemble des collaborateurs de savoir utiliser ces outils. Donc ça peut passer par des formations, ça peut passer par la mise en place de petits groupes de travail pendant lesquels on va s'amuser à utiliser, je sais pas, le nouvel outil d'entretien annuel, par exemple, pour les collaborateurs, puisque tous ces outils-là nous permettent de gagner du temps pour être plus efficaces et plus productifs dans le quotidien. Voilà. Si je peux me permettre, moi j'ai le poil qui s'irrisse quand j'entends ça. Excuse-moi, hein, mais pour moi le digital c'est complètement l'humain. Peut-être que après c'est un débat de pure dialectique on va dire, mais le numérique est un moyen de transport du digital. Les outils sont dans le numérique. Le digital c'est du jus de cerveau, du jus d'homme, du jus d'humain. C'est nous qui créons le digital et qui le font vivre. Après les outils nous aident à transporter les idées ou à les faire vivre. Mais en aucun cas, et en ce moment, c'est pas toi, mais il y a une espèce de confusion entre numérique et digital qui est un peu gênante, entre les outils technologiques et la pensée digitale, qui pour moi est juste un esprit, l'innovation, la volonté, tout ça on peut mettre dans digital. La nuance a été soulignée. Une autre question. On arrive à la fin du débat, on avait 40 minutes. Dernière question. Ouais. Dernière question. Une dernière question et on demande... Ah voilà. Et après, on Sylvia Di Pasquale. Buongiorno. Est-ce que le DRH en 2025 saura mieux gérer les différentes générations qui vont rester dans l'entreprise? Parce que vous savez qu'on va vieillir hein, dans l'entreprise. On va s'accrocher comme la moule, ouais. comme la vérole sur le bas clergé breton. Hein? Est-ce que c'est une dimension que vous prenez à votre charge? Est-ce que vous êtes conscient qu'il va y avoir de plus en plus de générations dans l'entreprise? C'est une question qui se traite par l'économique, c'est-à-dire que suivant l'entreprise dans laquelle on est, la question est plus ou moins prégnante. Je suis chez des CNS, la question des âges n'est absolument pas présente, puisque en fait, les gens s'en vont à 67 ans et demi tout à fait normalement depuis la nuit des temps, et j'ai besoin par le compagnonnage d'avoir ces personnes très expérimentées qui vont former des nouveaux. Et donc le système de compagnonnage fait qu'on est sur un cercle vertueux. Donc dans la typologie d'entreprise dans laquelle je suis, la gestion des âges n'est pas un problème. Il y a toujours eu, encore une fois, avec le compagnonnage des jeunes, des plus anciens, et cette nécessité de transmettre l'expertise. Et chez Emeline, entreprise de jeunes. Écoute, chez Emeline, le doyen a 31 ans, c'est ça? Je suis presque la doyenne. Non, donc chez nous, la moyenne d'âge, c'est 31 ans. Donc malgré tout, on commence à vieillir. Pour moi, le débat de la gestion des générations n'existe pas parce il existe, mais il a toujours existé. On a toujours eu plusieurs générations dans l'entreprise. Le tout, c'est de réussir à bien travailler avec ces générations et à faire en sorte qu'elles puissent s'épanouir ensemble et s'harmoniser correctement dans l'entreprise. Donc, moi, la question de la génération Y, ça m'a toujours un peu saoulée, si je peux me permettre. Donc, j'avoue qu'on essaye plutôt de créer des équipes projets au sein de Dailymotion complémentaires et qui vont réussir justement un peu sur le mode de compagnonnage
à se faire grandir pour certains et à se compléter pour atteindre des objectifs communs dans les délais qui sont assez courts chez nous, plutôt que de se dire comment je vais gérer toutes les générations qui arrivent. Donc je ne suis pas vraiment dans ce questionnement en tout cas. Allez, on va se séparer avec une question. Je vais vous demander d'y répondre très brièvement. C'est la question inversée. Qu'est-ce que vous voulez que ne devienne pas votre métier, Jean-Marc? Réponse rapide, hein, vraiment rapide. Hein. C'est une question compliquée, donc vous pouvez répondre vite. Non, mais je veux pas qu'il devienne, je veux pas qu'il cesse d'évoluer. C'est-à-dire, je veux qu'il reste au cœur des préoccupations des métiers. Je veux qu'il reste au cœur des préoccupations liées à l'innovation. Et je veux surtout pas que ça devienne un métier outil. Hein. Je veux que ça reste un métier qui soit en avance de phase. Emeline, de quoi ne voulez-vous pas? Moi, je ne veux pas de robots dans l'entreprise, donc je veux continuer à gérer de la diversité, de la complexité, et surtout pas effectivement du digital en mode humain, mais plutôt du digital en mode outil. Je veux plus que mon métier soit un métier de gestionnaire. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la gestion de plein de choses. Donc que demain, on ne soit plus perçu comme... Vous avez tous les emmerdements aujourd'hui, c'est ça? Vous ne voulez plus avoir les demain emmerdements? aussi, je pense, mais en tout cas, plus perçu comme un gestionnaire. Sylvie? Je ne veux pas que mon métier demain soit un métier 100% juridique. Ouais. À répondre, à n'être que le répondant d'obligations juridiques qui vous tombent dessus, avec parfois des effets rétroactifs très pénibles. Eh ben voilà. Merci à vous quatre. Merci à tous la les cinq. prochaine.